Ces 5 dernières années, la masse salariale de la fonction publique togolaise a connu une augmentation. Selon les données récentes, elle a atteint 314 milliards de francs CFA en 2024. Cette progression, bien que qualifiée de légère, soulève des questions quant aux facteurs qui expliquent ce phénomène. En effet, l'augmentation continue de la masse salariale sur ces dernières années peut être attribuée au recrutement progressif mené par le gouvernement togolais. Soucieux de renforcer les effectifs, l'État a procédé à des embauches régulières au cours des dernières années. Le récent concours pour le recrutement de 2235 nouveaux agents pour le ministère de la Santé est un exemple concret. Parallèlement aux nouvelles embauches, les ajustements salariaux et les revalorisations accordées à certaines catégories de fonctionnaires ont également contribué à cette hausse. Des négociations salariales ont lieu périodiquement entre le gouvernement et les syndicats de la fonction publique, aboutissant à des augmentations comme pour compenser l'inflation ou reconnaître l'ancienneté et les qualifications. Il est également important de considérer l'impact de la promotion interne et de l'avancement en grade. Ces mécanismes entraînent une augmentation des salaires individuels et par conséquent de la masse salariale globale. Notons que l'augmentation continue de la masse salariale représente une part significative des dépenses publiques. Elle nécessite une gestion rigoureuse et une planification stratégique pour éviter de peser excessivement sur le budget de l'État au détriment d'autres investissements essentiels dans des domaines tels que les infrastructures, l'éducation et la santé. Rappelons que le salaire minimum interprofessionnel garanti SMIG avait été revalorisé de 35 000 à 52 500 francs depuis janvier 2023. Au Togo, l'un des fléaux qui hypothèque l'avenir des jeunes filles est sans nul doute le mariage forcé. Le taux de prévalence du mariage forcé des enfants va au-delà de 40% dans certaines régions du pays. Dans la région des savanes, plus particulièrement, le phénomène continue de génération en génération et maintient les jeunes filles dans des conditions de pauvreté et d'impuissance. Selon nos confrères de labali.com, le mariage forcé et précoce résiste autant dans le Pendial. Des adolescentes placées en apprentissage, des jeunes élèves du collège et parfois même du cours primaire sont mariés de force. La plupart d'entre elles sont livrées par leurs propres parents. Selon certaines opinions, l'ignorance constitue l'un des facteurs clés de cette situation. Parallèlement, s'ajoute le poids des traditions religieuses et la pauvreté qui conduisent nombre de familles à privilégier un mariage précoce. Malheureusement, ces filles voient leurs droits à l'enfance et à l'éducation volés et leurs perspectives d'avenir et d'évolution limitées. Le Togo s'apprête à distribuer gratuitement 530 742 moustiquaires à imprégnation durable à la population au cours de l'année 2025. Ce nombre marque une légère baisse par rapport à 2024 où 548 304 moustiquaires avaient été remises aux foyers togolais. La répartition des moustiquaires à travers les différentes régions témoigne d'une attention particulière envers la région des plateaux qui recevra la plus grande dotation avec 151 087 unités. Les régions des savanes et de la Kara bénéficieront respectivement de 104 690 et 89 566 moustiquaires, tandis que les régions maritimes, centrales et Grand Lomé se verront attribuer 87 135, 70 389 et 27 875 unités. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre le paludisme, une maladie qui, bien qu'en recul, continue d'affecter les indicateurs de santé publique au Togo. Les résultats des précédentes campagnes ont été jugés positifs. Selon le rapport mondial sur le paludisme de 2019, l'incidence de la maladie a diminué de plus de 25% entre 2015 et 2018, avec une réduction de la mortalité de 8%. De plus, la mortalité spécifique liée au paludisme est passée de 0,3% en 2011 à 0,12% en 2018. Avec cette nouvelle campagne, les autorités sanitaires entendent renforcer leurs efforts de prévention et consolider les acquis réalisés dans la lutte contre cette maladie.
Depuis les années 2000, le gouvernement togolais a déployé plusieurs programmes successifs de plus ou moins grande envergure pour dynamiser le secteur agricole. Parmi eux, le projet d'appui au secteur agricole PASA, lancé en 2011, renforce l'élevage et la couverture vaccinale des ruminants. Le projet de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, PAO, initié en 2008, et le projet d'appui au développement de l'agriculture au Togo, PADAT, démarré en 2011, soutiennent la résilience des systèmes de production en introduisant des technologies modernes et des pratiques agricoles durables. Le projet d'agropole de Kara, en gestation depuis 2018, incarne une initiative ambitieuse pour transformer le paysage agricole du Togo. C'est dans le même cadre que le pays prépare sa carte de l'investissement orienté vers les objectifs de développement durable ODD dans ce mois d'avril 2025 à Lomé. Un atelier de validation est lancé à travers le ministère de l'Industrie et de la Promotion des investissements. Cette carte aura pour vocation à élargir les investisseurs vers des secteurs à fort impact social, environnemental et économique. En complément, l'introduction du porte-monnaie électronique Agri-PME a permis à 270 000 agriculteurs d'accéder à des subventions pour l'achat d'intrants. Cette initiative associée à des projets comme le programme de mécanisation agricole lancé en 2024 témoigne d'une volonté de modernisation. Par ailleurs, malgré des défis persistants tels que le faible accès au crédit bancaire et la vulnérabilité face aux aléas climatiques, l'agriculture togolaise se transforme progressivement. Les investissements publics et privés combinés à des politiques innovantes offrent des perspectives prometteuses pour un secteur qui reste au cœur du développement économique et social du pays. Une fois les contributions des différents acteurs de la société civile et de l'État intégrées, le document devrait être rendu accessible au grand public et aux investisseurs. Un rapport récent de l'Organisation mondiale de la santé OMS révèle des chiffres alarmants. En 2021, environ 225 000 personnes ont perdu la vie sur les routes africaines. Ceci représente 620 décès par jour. Ces chiffres étonnent car l'Afrique ne possède que 4% du parc automobile mondial. Plusieurs facteurs expliquent ces accidents et ces décès sur les routes en Afrique. D'abord, les routes africaines sont souvent étroites et mal entretenues. Elles manquent de marquage visible, de signalisation claire et de passage piéton. Ensuite, les véhicules en circulation posent souvent des problèmes. Si les routes sont des facteurs non négligeables, il faut savoir que sur de nombreux marchés africains, des voitures d'occasion venues d'Europe ou d'Asie circulent. Ces voitures ont souvent plus de 15 ans. Elles sont donc défaillantes. De plus, les propriétaires, faute de moyens, n'entretiennent pas ces véhicules comme cela se doit. Ces voitures deviennent ainsi des sources d'accidents graves sur les routes africaines. Face à ce problème, l'OMS et d'autres institutions internationales appellent à une réforme structurelle. La Banque mondiale et l'Union africaine soutiennent cet appel. Ils espèrent un renforcement des contrôles routiers et une meilleure formation des conducteurs. Ces mesures aideront à réduire le nombre d'accidents et à sauver des vies. Au Nigeria, des stations médicales mobiles sur les marchés proposent des consultations, des examens de santé et des traitements mineurs à des prix abordables aux commerçants. Imaginé par le docteur Ayo Yalowo, à partir du constat que de nombreux Nigérians priorisent leur travail à leur santé, l'initiative Market Doctors a permis de toucher plus de 400 000 patients et d'améliorer l'accès à la médecine et aux traitements de base. Vous savez, nous les commerçantes, nous n'aimons pas aller à l'hôpital. Nous n'aimons aller nulle part, sauf pour faire notre travail. Alors s'ils viennent au marché pour nous rencontrer, c'est très bien. Au moins 5 minutes, nous quittons notre travail, puis nous allons les voir, ils s'occupent de nous et nous retournons à notre magasin pour nous occuper de nos clients. C'est donc très facile pour nous. Selon de nombreuses études sur le système de santé publique du pays, de nombreux Nigérians n'ont pas accès aux soins de santé primaire. Cela se produit lorsque des professionnels de santé se rendent dans les communautés pour apporter des soins de santé là où les gens vivent et travaillent. Lorsque cela se produit, il y a une raison à cela. C'est parce qu'il y a un déficit d'accès aux soins de santé et que des individus tentent de le combler. Ainsi, des organisations de la fonction publique
Parfois, des individus, des organisations non gouvernementales, des organisations religieuses jouent ce rôle parce qu'ils ont identifié un manque à combler. C'est la raison pour laquelle nous disposons de certains de ces services de santé communautaire ou de proximité. À l'origine de l'entreprise Market Doctors, le docteur Yetunde Ayo Ayalowo, entrepreneur dans le domaine de la santé, a reconnu la nécessité de combler le manque d'accès aux soins de santé. En Tanzanie, le principal parti d'opposition s'inquiète pour son leader, incarcéré le 9 avril dernier. Le Tchadema a déclaré vendredi ne pas avoir d'informations précises sur le lieu de détention de Tundu Lissu, qui est sous le coup d'une condamnation pour haute trahison. Après son incarcération, l'homme avait été transféré de la prison de Dar es Salaam. Des responsables de son parti, des avocats et des membres de la famille ont déclaré avoir tenté sans succès et à plusieurs reprises d'entrer en contact avec l'opposant. Dressé face au tout-puissant Tchamacha Mapinduzi, Tundu Lissu est passé sous les verrous à 6 mois des élections présidentielles pour publication de fausses informations ou incitation à bloquer les élections, mais aussi de trahison passible de la peine de mort en Tanzanie. Son avocat a des raisons de s'inquiéter pour son client, lui qui a déjà été arrêté 6 fois en 2017 avant d'échapper miraculeusement à la mort après avoir pris pas moins de 16 balles, dont certaines dans l'estomac. Soigné à Nairobi au Kenya, il est resté hospitalisé 4 mois. Depuis l'indépendance en 1962, le Parti de la Révolution n'a jamais lâché le pouvoir. En 2024, lors des élections municipales, le CCM a enlevé 99% des sièges. Une photo et ses chaussures de foot. Le souvenir douloureux de Mohamed Amin Messaadi est exposé là, dans sa chambre. Ce lycéen de 18 ans est mort lundi avec 2 autres camarades dans l'effondrement d'un mur de son lycée. Le mur était abîmé, menaçant depuis des années, mais rien n'a été fait. Pour les parents, la douleur le dispute à l'indignation. Nous sommes les victimes de la corruption administrative et de la corruption en général. Nous sommes les victimes du ministère de l'Éducation. Oui, nous sommes les victimes du ministère de l'Éducation. Le drame s'est déroulé à Medzuna, une petite ville de 7000 habitants, non loin de Sidi Bouzid, dans le centre-sud du pays. Tous les habitants ont été saisis de colère et ont manifesté dès mardi, brûlant des pneus et barrant les routes. Mais la répression policière a été violente, augmentant encore la rancœur. Ce vendredi encore, ils défiaient la garde nationale. La situation est restée tendue toute la semaine. Aujourd'hui, les revendications des habitants de la région ne sont pas exagérées. Nous vivons à Medzuna dans des conditions extrêmement difficiles, notamment à cause de l'absence d'eau potable. La crise économique qui frappe la Tunisie est encore plus sévère dans les régions du centre. Les habitants se sentent délaissés et méprisés. Il y a 15 ans, la révolution qui a renversé le président Ben Ali était partie de Sidi Bouzid sur un même fond d'amertume de la population. Des responsables de l'opposition ont été condamnés à des peines de 13 à 66 ans de prison dans le cadre d'un procès pour complot contre l'État. La sentence a été publiée tôt le samedi matin par l'Agence nationale de presse tunisienne. Parmi les condamnés se trouve l'homme d'affaires et lobbyiste Kamel El Tayef, le militant pro-démocrate Kayam Tourki et l'ancien ministre de la Justice et cadre du parti islamiste Ennahda, Nourdine Biri. Ils sont tous les 3 soupçonnés d'être les cerveaux de cette affaire d'atteinte à la sûreté de l'État et d'adhésion à un groupe terroriste. De nombreux accusés sont réfugiés à l'étranger. 6 comparaissent libres et 8 sont détenus depuis février 2023. Ils sont pour la plupart des membres du Front du Salut National. L'opposition qualifie cette décision judiciaire de fabrication alors que les observateurs parlent de symbole de l'autoritarisme du président tunisien. Les États-Unis poursuivent leur politique de restriction budgétaire amorcée par le président Trump. Le Congrès propose la réduction des dépenses du département d'État de moitié, soit 28,4 milliards de dollars en 2026 contre 54,4 milliards de dollars de l'exercice fiscal actuel. Ces dernières initiatives américaines prendraient en compte la fermeture de plusieurs ambassades et consulats à travers le monde, dont près de 60% sont en Afrique, selon des rapports de CNN. Les ambassades américaines du Soudan, Lesotho, de la Gambie, de l'Érythrée et du Congo sont menacées.
Le plan prévoit également la fermeture des consulats de Durban en Afrique du Sud et de Douala au Cameroun. Des services diplomatiques qui seraient donc transférés aux pays voisins. Des experts estiment que ces décisions de Trump isolent encore plus l'Afrique de la politique américaine, avec la fin de l'USAID et l'éventualité d'une interdiction de visa de ressortissants de plusieurs pays.